commandant Everard, je suis né le 27 juin 1925 à Grand-Fort-Philippe-Nord. Ensuite, mes parents ont déménagé à Dunkerque en 1940 et suite au bombardement de la ville de Dunkerque, mes parents ont été réfugiés à Nantes. Il y avait mon père, ma mère, mon frère qui avait 4 ans de plus que moi, né en 1921, et ma jeune sœur qui est née 4 ans après. En arrivant à Nantes, j'ai travaillé 1 an à la compagnie des tramways de Nantes avec mon père et mon frère, mon père étant chef d'atelier à Nantes au tramway. Des tramways, j'ai passé un examen pour devenir dessinateur à la SNCASO, SNCASO, société de construction aéronautique basée à Nantes, à Bouguenais. Suite au bombardement de Nantes, l'usine ayant été détruite, c'est là que j'ai participé en 1943 à la défense passive à Nantes. À la défense passive, ayant tous mes permis de conduire, on m'a conseillé de servir à la compagnie des pompiers de Nantes, commandée par le commandant Barusso. Et à Nantes, pour éviter le bombardement sur la caserne principale, la caserne Gouzet, située dans le centre de Nantes, des postes ont été créés dans la périphérie. C'est-à-dire, il y en a eu sur la route de Vannes, sur la route de Rennes, et celui qui m'intéresse, celui de la Moronnière à l'orphelinat de Bethléem. Donc, à l'orphelinat de Bethléem, dans le poste qui était commandé par le sergent, donc le même nom que le grade, avec 10 sapeurs-pompiers. Avec ces 10 sapeurs-pompiers, il y avait donc une sanitaire, une motopompe, des tuyaux pour pouvoir intervenir dans la périphérie de Nantes et surtout autour des tramways. C'était le dépôt et la compagnie et le bureau des tramways de Nantes. Donc, c'est en 1943 que j'ai été convoqué au petit estaminet qui se trouve à la Moronnière, et un résistant m'a demandé d'où vous venez. J'ai dit je viens de Dunkerque. Il m'a dit vos parents ont tout perdu? Oui. Voulez-vous participer au combat de la libération du pays? Oui. À ce titre, vous allez transporter des armes de nuit qui seront parachutées à la Chapelle-sur-Erdre. Donc comme j'étais volontaire, mais j'ai dit attention, le sergent va peut-être pas être d'accord, et on viendra avec des blouses blanches, une croix rouge dans le dos, et on viendra vous chercher pour des évacuations d'urgence. Et de ce fait, avec la voiture, nous avons descendu à la Jonelière, au nord de Nantes, les avions anglais parachutaient des armes. Ces armes étaient transportées à l'insu des sœurs à l'orphelinat dans un grenier. Ces armes sont restées là jusqu'en 1944. Toutes ces armes qui avaient été parachutées ou des armes qui étaient stockées, qui avaient été prises chez les uns, chez les autres, ont servi en 1944 au lycée du Loquidie, à la Moronnière, où s'étaient rassemblés tous les résistants. Et là, ont été équipées les compagnies pour combattre sur le front de Saint-Nazaire, qui a duré 1 an, puisque de 1944 à 1945, il y a eu les combats. Et moi, j'ai même été affecté à la compagnie du médecin capitaine No. J'étais chef de la section de protection de défense de la compagnie médicale. Mais ce qui s'est passé en 1944, donc, après le regroupement au Loquidie, le commandant Grandjean, qui commandait le 4e bataillon d'étape, nous a désignés à 3. Le lieutenant Vincent, le lieutenant Guinel et moi-même. L'ordre était le suivant: vous partez tôt le matin à la préfecture, vous enlevez le drapeau allemand pour le remplacer par le drapeau français. C'est ce que nous avons fait. Et l'après-midi, vous irez accueillir, route de Rennes, les Américains.
avec toutes mes activités pendant la résistance, mes parents ont été obligés de déménager 3 fois. Car moi j'étais poursuivi justement par la Gestapo. En 1944, à la libération de Nantes, avec le sergent-chef Bizarre, qui est devenu général d'armée, nous avons été tous les deux désignés pour suivre un stage à l'issue de la résistance. Et nous sommes sortis aspirants en 1944. À l'issue, en arrivant à Nantes, on m'a demandé si je voulais suivre un 2e stage pour être activé, et je suis parti 2 mois à Cholet, avec le fils du commandant Grandjean, c'est-à-dire le capitaine Grandjean, le lieutenant Bourdonnais et moi-même, avec tout un tas d'officiers qui avaient servi à titre temporaire dans la résistance pour être homologués et pouvoir être affectés dans les régiments. Et c'est là que j'ai été affecté, moi, comme chef de la section de protection du 125e bataillon médical qui était stationné au Temple de Bretagne. Et du Temple de Bretagne, c'est là que nous sommes partis pour la libération du Boulinghin et de Saint-Nazaire. Et c'est là qu'on m'a demandé, on m'a dit, maintenant que la guerre est terminée, vous allez être muté au 1er BCP. Et j'ai été muté au 1er bataillon de chasseurs à pied, qui était commandé par le commandant Petit. Et le bataillon faisant mouvement sur Tarbes, en arrivant à Tarbes, nous avons été reçus à Lourdes, tout le régiment a été photographié, je vous ferai voir la photo, tout le régiment entier a été photographié devant la basilique de Lourdes. Et de là, le capitaine Piret, commandant en second, m'a conseillé, m'a dit, nous partons à Paris pour être, comment dirais-je, le bataillon qui serait aux ordres du général de la de Tassigny. Alors, étant à Tarbes, le régiment est devenu régiment de soutien du maréchal de Tassigny à Paris. Et c'est là que le capitaine Piret m'a conseillé, comme il connaissait le lieutenant Rocolle, qui avait écrit un bouquin sur l'infanterie, le lieutenant Rocolle commandant une compagnie aux parachutistes à Pau. J'ai donc rejoint Pau et j'ai été affecté au 1er régiment de chasseurs parachutistes. Le régiment devant faire mouvement sur l'Algérie, il y avait un bataillon à Sétif, un bataillon à Djeli et un bataillon à Bougie. Moi, j'étais donc à Philippeville et le général Sauvagnac commandait donc le 1er bataillon, le 2e et le 3e devenant BAP AFN. Alors, on lui a affecté au régiment, un régiment qui s'appelait le 3 1er RCP, venant des troupes de marine, commandé par le commandant Fossé-François, compagnon de la Libération, ancien directeur de toutes les compagnies de la Corrèze. Et lorsque le colonel Sauvagnac a reçu le 3e bataillon, béret rouge, nous avions le béret bleu, commandé par le commandant François, Fossé-François, il y a eu permutation des effectifs d'un bataillon à un autre pour ne pas mitiger, quoi, je veux dire, hein, vous voyez. Et moi, j'ai fait partie du 3e bataillon. Lorsque le commandement a décidé d'envoyer un des 3 bataillons en Indochine, 1er, 2e ou 3e, c'est le 3e qui a été désigné. Donc le 3e est parti sous les ordres du commandant Fossé-François, et ceux qui voulaient rester au bataillon, c'était mon cas, j'étais volontaire, je suis resté au bataillon. De là, le bataillon formé donc à Sétif a été véhiculé sur Beaune pour embarquer sur le croiseur Duquesne. C'était sa dernière traversée avant sa démolition. Le croiseur Duquesne nous a amenés en rade de Saïgon. De Saïgon,
nous avons été transbordés sur le paquebot Champollion, du Champollion transporté en baie d'Allon, et en baie d'Allon, transbordés sur des vedettes de débarquement jusqu'à Haïfont. À Haïfont, après le débarquement, bien sûr, il y a eu pas mal de blessés et de morts, et parce que les Viettes nous attendaient, hein, et c'est de là que pendant 2 mois, le 3 premier RCP a servi comme bataillon d'infanterie, non pas parachutiste, à tous les combats de rue, à tous les combats pour pouvoir, sur ordre de commandement, voilà. Et bien sûr, selon les ordres reçus par le commandant du secteur, on avait telle et telle chose, par exemple, défendre le pont de Tanquet. Ça a été qui était tenu par la 9e compagnie. Alors, et ça a évité, justement, l'intervention du 3 premier RCP a évité la destruction du pont qui avait été ordonné, quoi. Ah ben, on était surtout engagé avec le 3e REI, Régiment étranger d'infanterie, quoi, hein, les légionnaires. Alors, comme les légionnaires étaient déjà sur place, nous avons conjointement combattu ensemble avec, pour les missions qui nous avaient été précisées, quoi. Et surtout, quand on a repris la mission TAP, les 2 bataillons du 1er RCP, le 1er et le 2e, sont arrivés. Et là, sous les ordres du général Sauvagnac, a eu lieu la première opération aéroportée. Donc le PC du général Sauvagnac était à Bacane, le 3e devait sauter sur Chaudonne et sur Napienne, donc faire un triangle. Et c'est là que par une erreur de transmission, le commandant Fossé-François a reçu l'ordre de sauter à Bacane, soi-disant qu'à Bacane, le colonel Sauvagnac était encerclé par les Viettes. Donc il y a eu un premier largage. Le commandant Fossé-François, la compagnie de commandement et une compagnie ont sauté à Bacane, bien sûr, à l'ahurissement des gens qui nous voyaient sauter, quoi, en disant « mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, le largage a été interrompu. Les avions qui nous suivaient ont été maintenant envoyés sur Chaudonne, mais avec beaucoup de retard. Et le commandant Fossé-François, a reçu l'ordre du colonel Sauvagnac de monter dans un Morane à destination de Hanoï. À Hanoï, il a été mis sur un autre avion pour rejoindre son unité à Chaudonne. C'est-à-dire que dans la même journée, il y a eu, c'est ce qui s'est produit dans les TAP, il a fait 2 sauts dans la même journée, c'est-à-dire que dans l'après-midi du même jour, il a donc sauté sur son bataillon à Chaudonne. Premier saut sur Bacane, par erreur, 2e saut sur Chaudonne. Mais nous, après, nous avons rejoint à pied de Bacane à Chaudonne. Et nous avons rejoint notre bataillon 2 jours après. Et c'est là qu'il y a eu pas mal de morts, parce que la route était à flanc de montagne pour arriver de Bacane à Chaudonne. Voilà. Alors l'ambiance para était très bien, puisque les gens étaient contents de sauter en opération. En fait, c'était la première opération aéroportée française. C'était la première et la dernière, quoi, en fait. De 3 bataillons d'un coup, hein, c'était important, quoi. Hein. Est-ce que vous vous rappelez à peu près à quelle hauteur vous avez été largué? Je crois que ça devait être, oh oui, 200 mètres à peu près, quoi. À 200 mètres. 200-250 mètres, quoi, au plus près, quoi. Très très bien. Mais sur Bacane, les zones d'atterrissage étaient, comment dirais-je, il y avait beaucoup de pieux en bambou brûlés, et ce bambou brûlé a causé de nombreux problèmes pour atterrir, quoi. Oui, beaucoup de blessés. D'ailleurs. Beaucoup de blessés. Donc après, on a même sauté dans des cimetières, quoi.
de façon que hein, tous les terrains étaient piégés, si on veut, quoi, pour éviter le parachutage. Est-ce que ce jour-là, vous aviez une bonne météo ou est-ce que vous étiez dans des conditions particulièrement difficiles? Non, non, aucune, non, 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 non. Ah non, la météo était bonne, aucun problème de ce côté-là. Les largages se sont très bien passés, quoi. Très bien. Ce jour-là, vous avez sauté à partir de Pélican, de Junker 52 ou de C-47? Beaucoup de C-52. Très bien. Et d'abord tous les Ju-52 et ensuite les Dakota américains. Voilà. Ju-52 et Dakota. Tous les villages étaient occupés par les Viets et par les pirates chinois. Et quand on arrivait dans les villages, bien sûr, tous les villages étaient piégés, quoi. Et ils nous attendaient soit avec des grenades, soit avec comment dirais-je, c'était miné, quoi. Et alors il fallait faire très attention et avancer prudemment. Et c'est là d'ailleurs qu'à Bacan a été grièvement blessé le lieutenant Establi, qui était avec moi à la 12e compagnie. Il a eu une balle dans le genou. D'ailleurs, ensuite, on lui a coupé la jambe et il est devenu général. Il était au matériel et il a commandé Bourges, l'école de Bourges. Donc, le lieutenant Establi, et je me souviens du colonel Savagnac, qui a dit au moment où parce qu'on l'a brancardé, à cette époque-là, il n'y avait pas d'hélicoptère. Et il fallait, dès qu'il y avait un blessé, le brancarder obligatoirement. Donc on quittait le sac à dos avec l'armement pour prendre le brancard. Et inversement après. Alors voilà, et il fallait faire... Alors quand on a ramené le lieutenant Establi à l'antenne chirurgicale, voilà les paroles du général Savagnac. « Monsieur le docteur, vous avez entre les mains un de mes meilleurs officiers, essayez de sortir de là. » Voilà les paroles. Et bien sûr, il a eu plusieurs opérations, et c'est à la suite de ça qu'on lui a coupé la jambe, quoi. La plus longue marche a été, d'ailleurs, de Bacan à Chaudonne, et ensuite, selon les ordres, de combattre pour faire le chemin du retour jusqu'à le transport en camion pour Hanoï, quoi. À peu près 200 km, quoi. Bien sûr, la nuit, on essayait de se mettre à flanc de montagne, de façon à pouvoir se reposer. Et pour passer la nuit, on se protégeait, nous-mêmes, avec une ficelle. Il y avait un réseau où ils pouvaient nous atteindre, et on piégeait avec des ficelles, des bouteilles de bière et des grenades. Et on enlevait les anneaux, et le lendemain matin, on recomptait bien les anneaux, qu'il n'en manquait pas un, de façon, on repérait le point A jusqu'au point B. Voilà. On a fait ça plusieurs fois. On a perdu pas mal d'hommes, hein. Je dirais bien une vingtaine ou une trentaine, hein. Ah oui, oui. Parce que les morts, on ne pouvait pas il fallait les enterrer sur place. Alors, ce qui se passait, c'est quand on avait un mort bien déterminé, on l'enterrait dans une mechta et on la brûlait. De façon à ce qu'il ne... On ne pouvait pas brancarder les morts. Alors, les blessés, bien sûr, on avait l'antenne chirurgicale, mais l'antenne chirurgicale du bataillon était assez éloignée, quoi. Il fallait transporter les blessés jusqu'à l'antenne. Mon commandant, durant cette marche, nous avons bien compris le nombre de blessés, de morts. Les conditions étaient particulières. Donc là, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez sauté dans des bonnes conditions pour le saut. Est-ce que c'était la période où il pleuvait beaucoup? Est-ce que les conditions de marche et de progression ont été, j'imagine, particulièrement pénibles? Non, mais était bonne parce que la météo avait été choisie par le commandement et il n'y avait pas de saison des pluies à l'époque, quoi. La saison des pluies, c'est quand on a été après en repos à Hanoï, vous voyez, surtout. Voilà. Après cette opération-là. Donc tactiquement, le choix avait été fait par le commandement? Par le commandement, voilà. D'accord, très bien. Ils avaient pris Oui, en compte cette météo. était bonne
pour le saut, même après pour les opérations extérieures. Très bien. Avez-vous, lors de cette marche, il y a eu des accrochages? Il y a eu des accrochages pendant cette oui, marche? Ah oui, il y a eu des voilà. accrochages. Oui. Vous avez, je pense, effectivement, fait pas mal de... au résultat, vous avez tué pas mal de Viet Minh. Avez-vous eu des prisonniers? Et pouvez-vous nous, pour décrire, pour la mémoire, pour nos plus jeunes, de quelle manière ces prisonniers ont été ramenés au commandement à l'issue de la marche? Les prisonniers étaient gardés par les unités qui les avaient attrapés et ensuite ramenés au PC où il y avait des officiers chargés de les interroger pour savoir exactement les points qui étaient dangereux, vous savez, où ils étaient stationnés, quoi. Des officiers du renseignement qui Voilà, traitaient l'affaire. Très bien. Et pour nous, justement, c'était, à l'époque, c'était le capitaine Ossares, qui est devenu bien connu, qui était officier de renseignement du GAP, quoi, du groupement aéroporté. Quelle était la relation, j'imagine un peu particulière et difficile, entre les hommes de troupes d'origine vietnamienne? Vous en aviez déjà avec vous, sous vos commandements, et quelle était leur réaction par rapport à ces prisonniers? Avez-vous quelques anecdotes Oui, parce que les prisonniers, nous, ont toujours été bien traités, puisque les prisonniers qui étaient faits sur le point, là, étaient transmis directement au commandement qui s'en occupait. Nous, il n'y avait pas d'interrogation particulière à l'échelon du bataillon, parce qu'il fallait parler vietnamien, hein, et ce n'était pas notre cas. Hein. Donc ça aussi, ça posait beaucoup de problèmes. On avait des hommes qui étaient ahuris d'ailleurs de savoir qu'on était là, et bien sûr, les interrogations étaient faites par des spécialistes, quoi. Et pas par nous. Il y a un cas particulier, alors là, c'est le lieutenant Desmond, qui a terminé colonel, grand officier de la Légion d'honneur, qui était l'officier attaché au PC avec le colonel Meyer. Et comme c'était un ancien enfant de troupe, il était lieutenant et son frère était sergent, et son frère a été grièvement blessé et il est mort dans les bras de son père, vous voyez. Ça, c'est un cas bien particulier. Le jeune sergent AET, qui a été transporté à l'antenne chirurgicale, le père est arrivé au moment où son frère décédait pratiquement dans ses bras, quoi. Ça, c'est un cas précis. Mon passé, lorsque j'ai quitté la résistance, après l'école de cadre, il y a eu tout de suite les chasseurs à pied, les chasseurs parachutistes, l'Indochine. C'est mon frère qui s'est occupé de tous mes papiers, que j'ai retrouvés au retour d'Indochine. Autrement, j'avais rien fait, moi. Il s'est occupé de tout. Il avait 4 ans de plus que moi, il était sur place, il s'est occupé de tout. Et quant aux citations, hein, j'avais été cité plusieurs fois dans la Résistance, et comme c'était tombé à l'eau, c'est en 1957 qu'ils ont vu, ils m'ont donné la Croix de guerre 39-45, compte tenu d'enlever tout ce qu'il y avait avant, quoi. Moi, j'ai sauté à Bacane, et on s'est tapé, nous, la route à pied de Bacane à Chaudes-Olympiques. Et c'est là qu'a été tué le capitaine Tichner. Voilà. Donc là, c'est le saut en opération. Le deuxième saut en opération, voilà, c'est à Vunal. Voilà. Pendant l'opération Ceinture. Pendant l'opération Ceinture. C'est ça. Et ensuite, j'ai eu 2 citations sur la valeur militaire. Alors, 39-45, 2 à Bacane et 2 sur la valeur militaire. Ça fait 5. L'esprit para, c'est avant tout une chose, tous pour un pour tous. Il n'y a pas 30 petits paras, il n'y en a qu'un. Hein, et justement, au combat,
il faut s'aider les uns les autres et secourir ceux qui en ont besoin. Mais l'esprit para est particulier parce que, d'abord, il y a le sceau, il y a l'impression du sceau, et on se serre les coudes les uns aux autres, quoi. Et c'est surtout un esprit d'entraide les uns pour les autres. Mon commandant, nous avons évoqué beaucoup de choses. Votre temps de commandement, dans 68-69, si je me rappelle bien, ce sont les années à peu près? 6 ans, je suis resté. Très bien. Je vois dans vos états de service que vous avez pris le commandement de la 3e compagnie. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte, enfin je me rends compte en tout cas, vous avez été commandant d'unité de la compagnie dans laquelle vous étiez lorsque vous avez fait vos sauts en opération en Indochine. Oui. C'est un beau morceau d'histoire, ça aussi, mon commandant. Quel a été, au moment de votre prise de commandement, durant ce commandement, quel a été votre sentiment? Je pense que vous avez dû y penser, bien évidemment. Est-ce que les gens qui étaient sous votre commandement, officiers, sous-officiers et soldats, chasseurs para, ont eu vent, ont connu cette histoire? Non, non, j'ai pas. Non. Mais moi, je le sais, parce que ce qui s'est passé, c'est que, en plus de ça, comme parachutiste, bien sûr, le général de Parseveau m'a dit: vous commandez la 3e compagnie, et en plus de ça, c'est vous qui serez officier, instructeur des officiers, sous-officiers et réservistes de la place de Nantes. Mais je dis: mon général, exécution. Je n'avais pas discuté. Alors c'est encore une anecdote. Il me dit, de toute façon, je vais vous proposer pour la bleue. Ah, j'ai dit non, je n'en veux pas. Quoi? Refus d'obéissance? J'ai dit oui. Si vous me décorez de la bleue, je suis obligé d'apporter derrière la médaille militaire. Mais, quand j'ai quitté le 1er RCP, comme lieutenant, j'étais déjà proposé pour la Légion d'honneur, avec mes citations. Donc en arrivant ici, mon dossier a dû suivre. Il a dit: oui, mais le général de Gaulle a dit que pour honorer la bleue, il fallait qu'on commence par en la donner à des officiers et à des militaires pour que les civils puissent prendre la relève. Parce que le général de Gaulle, qui a créé l'Ordre national du mérite en 1956, voulait le mettre en avant. Alors tenez-vous bien, le général il m'a dit exécution. Bon. Il m'a donc décoré de la bleue. 2 ans après, hop, en 77, la Légion d'honneur arrive. Il me dit: oui, ce que je vous avais dit, vous avez les 3, vous n'êtes pas content? Ça voulait dire boucler là, quoi. Comme avec le général de Parseveau, ancien cavalier, il ne fallait pas discuter. J'ai dit: merci mon général, c'est tout. Et ça m'a servi après, parce que quand j'allais dans les écoles pour la GPM, j'avais les 3, hein, bien visibles sur la veste, que j'ai jamais quitté. Parce que un souvenir qui est important, et je le dis aux sous-officiers, à chaque fois, parce que je suis toujours vice-président des paras et de la médaille militaire. Alors je leur dis toujours, la médaille militaire, tous ceux qui ont illustré le culte divin, valeur et discipline, et se sont rendus ainsi dignes de porter la médaille militaire, j'exprime la reconnaissance et l'affection de la France. Signé Pompidou. Et je leur dis, et j'ai dit, le maréchal Pétain ne portait que la médaille militaire lorsqu'il a été condamné. Et je vais vous en raconter une autre. Lorsque le général Salan devait décorer 3 adjudants-chefs à Alger lors de la cérémonie, le général de Gaulle nous a dit ceci: vous êtes sous-officier. Si un jour, pour une raison quelconque, vous avez l'honneur de porter la Légion d'honneur, vous devrez toujours porter votre médaille militaire
car moi je ne l'ai pas. C'est réservé au commandant en chef ayant commandé en chef devant l'ennemi. Il y en a qu'un qui l'a eu, c'est le maréchal de la Tétacini qui commandait la première armée. Donc oui, je leur sors ça en beauté, à chaque fois. Aux médaillés militaires, voilà. Ça, j'ai retenu la phrase. Et je leur dis, leur général de Gaulle a dit ça, j'ai dit, si vous faites des conneries, vous mettez votre médaille militaire à la porte, vous avez vos jours d'arrêt, mais il y a une sentinelle qui la garde. Je ne sais pas si c'est toujours en vigueur maintenant, mais je crois. Merci pour ces explications qui valent de l'or, mon commandant. Ah bah ça c'est normal. Donc je suis heureux que vous soyez là, c'est déjà beau. Hein. Ah oui, pour moi, ça, c'est très important. Quand il m'a dit ça, le président des paras, là, parce qu'il est bien aussi, l'adjudant-chef, là, le major, là. Ah, oui, oui. Il s'est déplacé avec le détachement. Oui. Même à Nantes, tout le monde m'a félicité d'avoir participé à ce beau régiment. Voilà leur parole. C'est vrai parce que pour se déplacer pour une médaille de la ville, il faut quand même... Hein, moi j'étais surpris. Hein. Je vous remercie de nous avoir reçus. Merci d'être ce que vous êtes. Merci d'avoir été ce que vous avez été durant toutes ces années au sein du premier para et dans l'armée en général. Ça servira. Ça servira pour les plus jeunes. Chacun prendra ce qu'il pourra. Chacun prendra ce qu'il voudra. Mais pour toutes vos actions, merci. Et là, ce n'est pas un ministre ou un politicien qui vous parle. C'est un soldat. Merci beaucoup, mon commandant. Merci. On vous remercie encore. Monsieur Pascal Dupont, merci beaucoup. J'ai reçu la cassette du premier RCP. Je vous remercie de tout cœur. C'était absolument parfait. Ça me fait plaisir, surtout pour moi, mais surtout pour mes enfants et petits-enfants. Je vous remercie encore. Je suis très fier d'avoir appartenu au premier RCP et ça me touche profondément. Merci 1000 fois. Et à bientôt se retrouver.